Pluie torrentielle et tempête, 140 morts en Chine, près de 50 en Russie et en France. Des températures bien basses pour la saison. Nous reviendrons sur l'évolution du climat. Une semaine après leur disparition près de Cambridge, 2 fillettes de 10 ans, la police a procédé aujourd'hui à une reconstitution de leur dernier déplacement connu. Les enquêteurs ont désormais la piste de pédophiles sur Internet. Salon du 4x4 à Val d'Isère, des voitures prévues pour les champs qui sont pour la plupart du temps utilisées en ville. Le marché du 4x4 en pleine expansion séduit à 80% une clientèle urbaine. Glyndebourne en Grande-Bretagne, le rendez-vous So British des amateurs d'opéra qui se retrouvent pour un pique-nique rituel au champagne avant de savourer la musique dans la douceur du jour qui tombe. Madame, Monsieur, bonsoir. En Asie, les pluies torrentielles et les inondations ont causé la mort de plus de 150 personnes au cours de ces derniers jours. En Chine, comme en Corée, en Est de l'Europe aussi, une vague d'intempéries sans précédent. Des pluies torrentielles se sont abattues sur l'Autriche, la Roumanie, la Bulgarie et surtout la Russie. Sur les bords de la mer Noire, 1500 personnes ont dû être évacuées et l'on reparle déjà d'un phénomène connu, El Niño, qui provoque tempêtes et ouragans. Claudine Gilbert. Le déluge dans le sud de la Russie. Rien n'arrête les torrents de boue dévastateurs. Depuis 2 jours, les côtes de la mer Noire, lieu de vacances préféré des Russes en été, sont balayées sans relâche par les intempéries. Elles ont tué 44 personnes, 1500 autres ont dû être évacuées. Hier, on a réussi à trouver 14 cadavres qui doivent encore être identifiés. Maintenant, il faut débloquer les routes, mais on n'a pas de grue. On est très préoccupé par l'évolution de la situation. Dans le sud de la Chine, 70 morts victimes des pluies torrentielles et de glissements de terrain. Ces inondations dans la province de Hunan sont les plus graves qu'ait connu le pays depuis 1998. 4000 personnes avaient alors péri sous les eaux. En Corée du Sud, les intempéries ont fait 14 morts, 400 blessés en Corée du Nord et plus de 22 000 sans-abri. Inde, Népal, Bangladesh, la plupart des pays d'Asie est submergée par les précipitations. L'Europe subit elle aussi des pluies diluviennes. Au Royaume-Uni, dans le nord de l'Italie et en Europe de l'Est. Dans le nord-est de l'Autriche, les routes, le téléphone et l'électricité ont été coupés. En Allemagne, 7 personnes ont été tuées lors de violents orages. Et voyez ce phénomène tout à fait particulier que l'on appelle aux États-Unis la poussière du diable. Ce sont des sortes de tornades de poussière qui forment des spirales pouvant aller jusqu'à 160 mètres de haut. Ces phénomènes peuvent évidemment causer des accidents d'avions et d'hélicoptères. Ces tourbillons sont essentiellement observés dans les régions relativement plates et chaudes comme ici, en Californie. En France aussi, le climat est perturbé. Un ciel bas et lourd dans tout le pays, ou presque, et un petit frais au goût d'automne. La France décidément attend toujours l'été, sauf dans le pourtour méditerranéen. Christelle Bertrand, Christophe Nédart et Alexandre Rossignol. Ralentissement, pas facile ce matin d'être automobiliste sur le... Les caprices du ciel s'abattent depuis plusieurs jours sur Strasbourg. Personne en terrasse, évidemment. Les touristes ne s'attardent pas et les Alsaciens en sont presque à espérer un miracle. On va demander Monsieur Météo, on va le supplier, qui va nous dire des bonnes nouvelles pour la semaine prochaine, heureusement. Les conditions météo sont toujours très mauvaises. Alors, direction le Marais Poitevin. Ici, on vient passer des vacances au vert, au calme. Et on arrive toujours à se débrouiller pour vivre un bon moment. Il ne faut pas grand-chose, le bonheur c'est des choses simples. En passant par la Lorraine avec des seaux d'eau, C'est pour le mauvais temps. on n'est pas à la plage à l'heure du journal. Sous la pluie, à force d'hésiter entre tirer et pointer, les boules commenceraient presque à rouiller. Demain, le temps s'améliore, elles vont pouvoir sécher. La police britannique a reconstitué aujourd'hui les derniers déplacements connus de Jessica et Holly, les 2 petites filles qui ont disparu depuis près d'1 semaine dans la région de Cambridge. Il semble que les 2 enfants se soient connectés sur Internet peu avant leur disparition, une piste prise très au sérieux par la police britannique qui redoute un enlèvement par un réseau pédophile. Bernard Lebrun. C'est une jolie petite ville perdue dans la campagne anglaise. 9000 habitants, moins 2 depuis 1 semaine. Jessica et Holly, 10 ans. Et les promesses de primes allant jusqu'à 235 000 € n'y changent rien, aucune nouvelle. Alors aujourd'hui, Soham a retenu son souffle. Silence impressionnant.
La police organise une très publique reconstitution avec ces deux petites comédiennes venues de Cambridge, strictement habillées à l'identique, aux bijoux et à la coiffure près, portant les couleurs rouges du Manchester United, le maillot de David Beckham, l'idole de Jessica et Holly. Les comédiennes ont refait minutieusement le dernier parcours connu des fillettes, celui de dimanche dernier, avant qu'elles ne disparaissent passé 19h. Objectif, provoquer les mémoires, choquer émotionnellement, pour que le moindre des souvenirs revienne à la surface. Une méthode policière quasi inédite, y compris en Angleterre. Les gens ont peut-être vu quelque chose d'important sans réaliser que ça pourrait être un élément significatif pour l'enquête. Et cela marche. Après le passage des petites comédiennes, plusieurs habitants sont spontanément allés vers les policiers, comme par exemple le patron d'un restaurant du centre-ville. Sa déclaration permet aux policiers de prolonger de 30 minutes l'emploi du temps des fillettes. Un seul nouveau témoignage pour l'instant. À 19h30 dimanche dernier, devant cette pizzeria, un homme confirme avoir vu les deux fillettes ensemble. Mais on espère beaucoup de cette reconstitution qui pour l'instant semble beaucoup plus médiatique que policière. Et en Amérique, on vient de découvrir un réseau pédophile alimenté par les propres parents des victimes. C'est ce scandale qui vient d'être dévoilé par les polices danoises et américaines. Les parents ne se contentaient pas d'abuser sexuellement de leurs enfants, mais en plus vendaient leurs photos sur Internet. Plusieurs pays européens, dont la France, pourraient être concernés. À l'origine, c'est une organisation humanitaire, Save the Children, Sauver les enfants, qui a alerté la police danoise. Au total, 45 enfants ont été victimes de ce réseau pédophile. Jeanne Assouli. Le réseau était en activité depuis au moins 2 ans et demi. Les douanes américaines qui ont arrêté les organisateurs ont dénombré 45 enfants victimes, certains âgés d'à peine 2 ans. Ce qui est incroyable dans cette affaire, c'est que la plupart des personnes incriminées sont les parents eux-mêmes. Ils exploitaient leurs propres enfants, les forçaient à commettre des actes sexuels, puis utilisaient leurs photos afin de les diffuser sur Internet. L'affaire démarre 1 an plus tôt au Danemark. Une association de lutte contre la pédophilie trouve sur Internet la photo d'une fillette molestée par un adulte. Détail qui trouble les inspecteurs, elle est vêtue d'un anorak dont l'étiquette est danoise. Ce détail va trahir le réseau. Les parents de l'enfant sont arrêtés. Ils ont des contacts aux États-Unis. Les Danois avertissent donc les Américains. C'est cette collaboration qui a permis l'arrestation de 10 personnes aux États-Unis et 10 autres en Europe. Mais l'opération Hamlet n'est pas encore terminée. Parmi les personnes arrêtées, cet homme. Les enquêteurs américains ont retrouvé chez lui des vêtements et des chaussures d'enfants, ainsi que l'avis de recherche d'une fillette de 11 ans disparue dans l'Ohio. Pour les services d'investigation américains, l'enquête ne fait que commencer. Selon une note confidentielle diffusée ce matin par nos confrères du Washington Post, des uniformes d'équipage d'avion auraient été volés aux États-Unis. L'administration Bush a mis en garde les compagnies aériennes contre le risque de voir se présenter de faux pilotes ou de fausses hôtesses à bord des avions. Plusieurs vols auraient eu lieu le mois dernier au domicile new-yorkais d'équipage de la compagnie Delta Airlines. À Paris, braquage hier rue Saint-Honoré, 3 malfaiteurs à bicyclette ont attaqué une bijouterie avec une massue. Ils ont pris la fuite sans être inquiétés avec un butin estimé à 61 000 €. Caroline Poisson et Hervé Pozzo. Non, mais quand ils ont tapé, les barres sont tombées. 3 coups de masse ont suffi à briser la vitre. En quelques secondes, 2 hommes ont réussi à voler plus de 60 000 € de bijoux dans cette joaillerie de la rue Saint-Honoré. Selon certains témoins, il serait arrivé à vélo. Le patron, lui, se trouvait dans l'arrière-boutique quand il a entendu les coups. Le 3e coup, là je suis sorti, j'ai ouvert la première porte de mon sas et j'ai vu un bras dans la vitrine qui ressortait. J'ai ouvert la 2e porte, donc celle-ci, et à ce moment-là, les voleurs sont partis. Il y en a un qui est parti à droite et un autre qui est parti à gauche. En 20 ans, c'est la 4e fois que le joaillier se fait braquer. Sa bijouterie venait d'être refaite en mars dernier, mais la vitre de 15 mm d'épaisseur n'a pas suffi. Dans le quartier, ce n'est pas de la qualité des vitres qu'on s'étonne le plus, mais plutôt de la facilité à passer inaperçu. C'est vrai que la place Vendôme est bien protégée, par contre la rue Saint-Honoré, pas assez. Mais c'est un métier qui a ses risques, mais depuis quelque temps, le risque est un peu trop grand.
Place Vendôme, à 100 mètres de là, les patrouilles de police ont bien été renforcées après une série d'attaques de bijouterie. Manifestement, les braqueurs en ont tenu compte. Et on apprend à l'instant qu'un policier a été blessé ce soir à Cheilly-Mazarin par un voleur qui, semble-t-il, a pris la fuite. Le policier a été blessé par balle à la jambe. On n'en sait pas plus pour l'instant. Étrange disparition de diamants à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle à Paris. Un lot estimé à 1 million d'euros provenant de Monaco et qui devait être convoyé jusqu'à Anvers s'est volatilisé. Selon les premiers éléments de l'enquête, les diamants sont arrivés à bord d'un avion Air France en provenance de Nice. Mais quand les convoyeurs sont venus pour les récupérer, eh bien, ils avaient disparu. C'est donc une erreur de navigation qui a causé la voie d'eau dans la coque de l'Atlante, qui a emmené 221 visiteurs à Belle-Île. Il semble que le capitaine ait présumé de ses compétences et jugé que le temps particulièrement dégagé lui permettait de manœuvrer sans le GPS. Le bateau a heurté un rocher qui a provoqué, vous l'avez vu, une avarie très sérieuse à la coque. Les 221 passagers ont tous pu être évacués sans difficulté. Manifestation d'agriculteurs à Aix-en-Provence. Une quarantaine de producteurs de fruits et légumes de la FDSEA ont déversé des pêches dans le centre de la ville. Ils se plaignent de la concurrence espagnole et dénoncent la vente à perte de leurs produits. Jean-Pierre Raffarin, le Premier ministre, dans une tribune à paraître demain dans le quotidien Sud-Ouest, donne quelques indications sur ses méthodes de travail. Dès la rentrée, chaque membre du gouvernement devra passer une semaine par mois hors de Paris afin, dit-il, de rester en proximité avec les Français. Le Premier ministre a expliqué aussi que son action législative s'organisait autour de 4 points cardinaux. Explication Alexandre Carin. Devoir de vacances pour le Premier ministre. Dans une tribune publiée demain par le quotidien Sud-Ouest, Jean-Pierre Raffarin nous livre ses réflexions de l'été. On s'en souvient, il y a quelques jours, il parlait orientation. Nous avons voulu remettre la France dans le bon sens. C'était notre priorité. La France prenait une mauvaise direction. Aujourd'hui, dans un style qui n'appartient qu'à lui, il nous livre la boussole de la bonne politique. Au nord, la lutte contre l'insécurité. À l'Est, une justice plus efficace. À l'Ouest, plus de liberté avec la réduction de l'impôt sur le revenu. Au Sud, la jeunesse, l'avenir du pays. Moins allégoriques et plus concrètes sont les mesures annoncées pour la rentrée. D'abord, les ministres devront cultiver la proximité. Plus de déplacements en province pour certains, jusqu'à une semaine par mois. Ensuite, les priorités du gouvernement. Relance du dialogue social, décentralisation et harmonisation des SMIC sont déjà sur l'emploi du temps de septembre. Enfin, Jean-Pierre Raffarin est optimiste quant à la météo économique de l'automne. Selon lui, la croissance aussi devrait vite prendre la bonne direction. Jean-Louis Borloo, le ministre délégué à la ville, estime, lui, dans une interview va paraître demain dans le journal du dimanche, que 200 000 logements en France sont, je cite, indignes de notre République. Il se donne 5 ans pour réparer les erreurs des années 50 et annonce un plan pour 155 quartiers en difficulté, un plan qu'il présentera à l'automne. C'est aujourd'hui l'ouverture de la chasse à Loie, 8 jours après celle des petits échassiers. La chasse au canard, elle, n'ouvrira qu'à la fin du mois. Reportage près de Lille et de Bordeaux, avec des chasseurs pas toujours très respectueux de la loi, et les commentaires de Julien Beaumont. Sans le savoir, ce canard a eu ses vacances prolongées. Cette année, la chasse au canard ouvre le 31 août et non le 10. Une décision qui a du mal à passer côté chasseurs, comme ici en Aquitaine. Pour eux, les canards ne sont plus en période de nidification. Ils peuvent voler, donc on peut les chasser, quoi qu'en dise le Conseil d'État. Il faudra qu'il y ait un jour un rapport scientifique fait par des gens honnêtes, par des vrais scientifiques, et non pas par des antichasses. Voilà. Alors tant que ça se passera comme ça, ben, on n'aboutira à rien. Et c'est au Premier ministre actuellement de taper sur la table et de faire le nécessaire. Ils vont perturber le congrès d'été si on... Pour l'heure, pas question d'enfreindre la loi. Une réunion a été organisée. Les revendications sont simples. La période de chasse doit être élargie. On demande que le gouvernement respecte ses engagements. Ils avaient dit qu'ils défendraient les chasseurs. Aujourd'hui, on attend qu'ils nous défendent. On attend des dérogations pour février. C'est une grande volonté de chez nous de pouvoir chasser les oies cendrées, les canards en février. À Amiens, les coups de fusil sont rares. Des tirs à destination des coterets, une espèce dont la chasse est déjà autorisée. Mais difficile de savoir si tous les chasseurs respectent les consignes. Aujourd'hui, les autorités avaient décidé de ne pas chasser les contrevenants.
Le ramassage des coquillages est interdit dans la baie de Concarneau. Une algue toxique, le dinophysis, les contamine. Cette algue peut entraîner des gastro-entérites, ce qui n'empêche pas les pêcheurs à pied de se livrer à leur activité favorite. Jacques Deveau et Michel Hiver. Sur la grève de Concarneau, en ce jour de fort coefficient de marée, ils sont des dizaines à gratter le sable. Bravant l'interdiction de pêche, ils recherchent des palourdes et le dinophysis, ils s'en moquent. Moi je sais que personnellement on vient assez souvent et jusqu'à présent j'en ai mangé, j'ai jamais été malade. Vous allez les manger vous? Bien sûr, oui, et cru. Sans inquiétude? Sans inquiétude, je suis concarnois d'origine. Depuis gamin je pêche des palourdes ici, j'ai jamais été malade. D'autres pêcheurs en revanche bien informés se méfient. Je pêche pas de palourdes en particulier. Je devais y aller, mais je suis pas allé. J'allais il y a 15 jours. Oui, vous prenez ça sérieux quand même? Ah, sûrement, oui. Sûrement. Je connais des gens, pas mal de gens qui ont eu des problèmes quand même. Car le dinophysis n'est pas à prendre à la légère. L'algue dégage une toxine qui ne disparaît pas à la cuisson. Elle provoque diarrhée et maux de tête. L'algue qui apparaît au printemps a un comportement très capricieux. Effectivement, le dinophysis peut être présent sur un secteur et puis après, pour des raisons inconnues, s'en aller et donc les coquillages redevenir salubres à la consommation. Actuellement, dans le Finistère, 5 zones sont interdites à la pêche. Mais l'évolution du dinophysis est très rapide. Aussi est-il conseillé de se renseigner auprès des affaires maritimes pour être sûr de pêcher des coquillages qui soient consommables. Le secret des parfums est sans doute un des mieux gardés. Voilà pourquoi le projet européen d'indiquer sur l'étiquette les substances aromatiques composant un parfum provoque un tollé de protestation chez les professionnels. En outre, l'étiquetage paraît bien difficile pour certains jus qui contiennent jusqu'à 150 fragrances différentes. Reportage Séverine Lebrun, Virgilie Yago et Hervé Pozzo. Qu'il soit épicé, fleuri ou vanillé, quand on aime un parfum, difficile de savoir pourquoi. Et ce n'est pas l'étiquette qui nous y aidera, car pour l'instant, sa composition n'y figure pas. Une nouvelle norme européenne voudrait pourtant l'imposer sur tous les flacons. Comme ça, on saura de quel genre de parfum on va se parfumer, si c'est bon pour la santé, si ça convient aux peaux et tout ça, je trouve très bien. Je crois que c'est le premier contact qui compte, en fait, de savoir si le parfum va bien avec ma peau, puis après, peu importe ce qu'il y a à l'intérieur. Du côté des professionnels, on fait grise mine, car dévoiler toutes les essences d'un parfum, c'est lui ôter un peu de son charme. Le parfum, c'est l'élégance. Et afficher tous les composants, c'est un petit peu enlevé de cette élégance, de ce secret, de ce mystère du parfum. Du mystère dans les parfums, mais aussi des substances allergisantes. 26 au total, comme la lavande ou la rose. Les afficher permettraient de mieux informer les consommateurs sensibles. Les professionnels, eux, craignent que cela rebute les clients. Ils envisagent carrément de ne plus les utiliser. La palette du parfumeur sera amputée de 150 huiles essentielles absolument fondamentales pour faire de la création. Et ça changera le monde du parfum parce qu'on n'aura plus les mêmes odeurs dans des produits. Autre argument des professionnels, afficher la composition est irréalisable, car il s'agirait de listes de plus de 150 substances. Des substances qui seraient désormais connues de tous, y compris des professionnels de la contrefaçon. Fumer sera bientôt impossible à New York. Déjà, les autorités municipales ont multiplié par 20 les taxes sur les cigarettes. Le maire de la ville s'apprête maintenant à adopter un décret interdisant de fumer, y compris dans les rues. Reportage Alain Chalvron. Sur la 8e avenue, depuis des années, une affiche glamour hollywoodienne attire l'œil des New-Yorkais. « Cela vous gêne si je fume ?» dit l'homme. « Cela vous gêne si je meurs ?» répond la femme. Ça n'est pas d'aujourd'hui que la ville s'attaque aux fumeurs. Depuis longtemps déjà, le tabac est interdit dans les lieux publics et les bureaux. Les fumeurs en sont réduits à faire une pause cigarette presque clandestine en bas de leur immeuble. L'été, ça va, mais l'hiver, par moins 10, c'est un peu plus dur et pourtant, les accros n'hésitent pas. Alors, la mairie a décidé de taper là où ça fait le plus mal, au porte-monnaie. Multiplication par 20 des taxes municipales. Les paquets coûtent ici maintenant entre 7 et 8 euros. Ce sont les plus chers des États-Unis. Nos revenus ont beaucoup baissé, dramatiquement. Là où nous vendions 60 cartouches d'une marque par semaine, on n'en vend plus que 40, même 30. En fait, la chute des ventes est très précisément de 47%.
Mais cela signifie-t-il que la consommation a baissé d'autant? Mes parents habitent en dehors de la ville, alors ils m'achètent des cigarettes et ils me les envoient. Je ne me suis pas encore renseignée, mais on peut les acheter par Internet. Et c'est ce que je ferai. Dans l'état du Delaware, à 200 km, ça ne coûte que $2,50 contre 8 ici, alors je fais des provisions. À la mairie, on reconnaît ce phénomène de détournement de la loi, mais on se félicite tout de même de ses premiers résultats. L'effet est surtout sensible sur les jeunes qui ne peuvent pas payer un tel prix. Et pour nous, c'est le plus important en termes de vie sauvée pour le futur. En attendant de savoir combien de fumeurs ont vraiment arrêté de fumer, la ville de New York a encaissé le mois dernier 20 millions de dollars supplémentaires, 250 millions par an, pas mal, quand on sait qu'elle a 1 milliard de dettes. La circulation sur les routes de France s'améliore très sensiblement ce soir. Après 150 km de ralentissement en début de matinée, le trafic est redevenu normal. Charlotte Millet et Philippe Évêque. Mauvais temps, ralentissement, pas facile ce matin d'être automobiliste sur l'autoroute du Soleil. Croiser près de 5000 véhicules heure dans les deux sens, ça fatigue. Alors, sur l'aire d'autoroute, détente pour tout le monde. Avec toute ma petite famille, je pars, regardez, tous mes bébés sont là. Viens mes bébés, ma fille. Certains partent en vacances en nombre, d'autres en couple, simplement. Dans les bouchons, chacun son style. C'est la première fois à l'autoroute, parce que nous allons à Nîmes. C'est très loin et c'est meilleur sur l'autoroute. Mais le reste du temps, nous sommes sur les petites routes. Bison Futé voyait rouge aujourd'hui et il avait raison. Surtout ce matin, des bouchons il y en a eu sur la 7 au sud de Lyon à hauteur de Valence et Montélimar. Dans l'après-midi, la situation s'est améliorée. Étonnement au péage. Oui, là on voit le fond donc c'est bon. Hein. D'habitude c'est tout plein le samedi et non, ça va. Ça va, même si les automobilistes étaient en rendez-vous aujourd'hui, dans un sens comme dans l'autre, ils ont étalé leur départ. Ils sont plutôt partis vendredi, ils partent plus tôt également le matin, ils arrivent plus tard le soir, ils diffèrent leur départ, ce qui permet de réguler de manière plus convenable le trafic. Pour les chanceux en vacances au bout de l'autoroute, la plage, mais attention dans une semaine, nouveau week-end chargé, Bison Futé prévoit encore un samedi rouge. Prévu pour circuler sur les terrains les plus escarpés, les véhicules 4x4 connaissent aujourd'hui un effet de mode qui dépasse largement leur cadre d'origine. Ce type de véhicule séduit de plus en plus une clientèle citadine qui s'offre de la sorte quelque impression d'évasion. Reportage au salon de Val d'Isère, Céline Crespi et Frédéric Bon. Elle grimpe les ventes de 4x4 en France. Avec 100 000 véhicules achetés par an, le marché fait des bonds à faire pâlir la berline classique. 20% de ventes en plus chaque année. Désormais, 5% des voitures achetées sont tout-terrain. Au salon du 4x4 de Val d'Isère, l'explication est toute trouvée. Le 4x4, mon bon monsieur, ça fait rêver. Le 4x4, c'est un charme. C'est un petit peu une légende automobile avec toutes ces grandes aventures africaines depuis la croisière jaune jusqu'au Paris-Dakar. C'est un look un petit peu différent de la berline très très neutre. C'est un véhicule qui a plein d'atouts en fait. En fait, 80% des 4x4 ne côtoient rien d'autre que le bitume. Le 4x4 en ville aurait, dit-on, des avantages de sécurité et de place. D'ailleurs, tous les prétextes sont bons pour se justifier. Un véhicule familial, puis un véhicule aussi pratique quant à son volume, puisque moi je fais des courses de vélo, donc j'emmène le lit du bébé, la poussée du bébé, le vélo, la femme et l'enfant, et tout rentre dedans sans difficulté, et sans pour autant baisser les sièges arrière. Vous savez, j'ai 3 enfants, un chien, donc j'ai énormément de place. Pour satisfaire ces aventuriers urbains, les grandes marques de berline se sont lancées à l'assaut du marché du 4x4. Porsche sortira même bientôt son modèle. Les noms traditionnels du tout-terrain, eux, jouent le luxe et le confort. Pour 61 000 €, plus de 400 000 francs, l'évasion, c'est ça. Et pourtant... Aux États-Unis, c'est un tout autre style de véhicule qui fait rêver. En hommage aux vétérans de la Seconde Guerre mondiale, un rallye de voitures françaises, des tractions avant Citroën, a traversé les États-Unis d'est en ouest. Partis de Los Angeles, ils sont arrivés cette semaine à New York en fanfare. Le reportage d'Alain Chalvron et de Strat Zervos.
Ils sont arrivés jeudi à Manhattan et ont eu l'honneur de descendre la 5e avenue comme à la parade devant des New-Yorkais surpris de découvrir ces vieilles voitures. Ils, ce sont les track-bars, track comme traction et bar comme barjo. Et barjo, il fallait l'être un peu pour entreprendre, comme ils l'ont fait, la traversée des États-Unis d'ouest en est sur la fameuse route 66. Ils ont traversé les déserts, les montagnes, les plaines interminables du Middle West. Partis le 17 juillet de Los Angeles, ils étaient 22 jours et 7800 kilomètres plus tard, enfin en vue de Manhattan, de la Statue de la Liberté, presque le bout du voyage. Car le bout du bout, c'était ce quai de New York, où est amarré l'Intrépide, un porte-avions de la Deuxième Guerre mondiale, comme le sont certaines de ces tractions, datant de 1937. Pour les Américains, oui, ça représente un petit peu des documentaires, des films qu'on a vus, puis aussi des souvenirs personnels, parce que certains vétérans qu'on a rencontrés, la première voiture qu'ils ont vue quand ils ont débarqué à Omaha Beach, c'était des tractions. Et c'est vrai qu'il y avait de l'émotion de la part de ces vétérans replongés d'un coup dans leur passé. La première fois que j'ai vu une de ces voitures, c'était à Saint-Lô. Il y avait un gars qui était à moitié dehors sur le marchepied et il brandissait un fusil. D'être envahi par des voitures qui nous aimons bien, c'est formidable. C'est étincelant. Astérix et Obélix peuvent bien sabrer le champagne, leurs tractions ont conquis l'Amérique. Une fois par an, c'est le grand nettoyage dans le port de Saint-Jean-Cap-Ferrat, très fréquenté par les touristes, mais qui ont une fâcheuse tendance à jeter les ordures à la mer. Des volontaires se sont donc employés à récupérer les déchets au fond du port. Nathalie Jourdan et Virgile Liado. Le port de Saint-Jean-Cap-Ferrat, une vraie carte postale. Au verso, c'est beaucoup moins charmant. C'est une honte, la mer doit rester propre, c'est un patrimoine mondial et tout le monde doit la protéger. Une plaisancière écolo, une espèce plutôt rare. Plastique, cadavres de bouteilles, on trinque par-dessus bord. Ce sont des plongeurs bénévoles qui desservent la table. Il faudrait surtout faire comprendre aux gens et leur montrer en fait ce qu'il y a vraiment au fond. Parce que c'est vrai qu'on le sort, mais quand on le voit au fond, c'est vraiment c'est un dégoût. À terre, d'autres éco-citoyens. Loïc participe à l'opération de nettoyage pour la première fois. L'impact des déchets sur la faune, c'est déjà une préoccupation. Par exemple, quand il y a des plastiques, les tortues, elles peuvent croire que c'est des méduses, alors elles les mangent et elles s'étouffent. Et en plus, c'est plein de pétrole. Les déchets sont exposés à quai, histoire de convaincre les pollueurs qu'il n'y a pas de geste anodin. La faune et la flore sont en danger, et pas seulement elles. Tous les organochlorés qui sont jetés, tous les gasoils, l'essence, et puis toutes ces batteries, tous ces produits chimiques, ça a une influence sur les poissons dont on se nourrit. Donc ça peut avoir une influence sur notre santé aussi à nous. Les bénévoles savent déjà qu'il faudra recommencer l'été prochain. Ils espèrent seulement qu'il y en aura moins à remonter. Promenade interdite dans les forêts des Bouches-du-Rhône demain. Le Mistral très fort fait craindre des risques d'incendie. L'interdiction s'applique à toute circulation, que ce soit personne ou véhicule. C'est l'attraction la plus mystérieuse de l'été sur la Côte d'Azur. Tous les jours à Cagnes-sur-Mer, au milieu de l'après-midi ou presque, une vague déferlante envahit la plage. Un phénomène inexpliqué qui suscite bien des questions. Nathalie Jourdan et Virgile Liado. Elle approche. D'elle, on sait peu de choses. Elle peut emporter des enfants. Sournoise, elle frappe à l'heure du goûter. Son nom, la vague de 16 heures. Faites attention à ce moment-là à vos affaires et à vos enfants si vous avez des enfants sur la plage. D'accord ? Merci. Qu'est-ce que vous faites là ? On se met à l'abri, parce que la vague va arriver, je pense bientôt. Donc voilà. Prenez pas de risque ? Non. On ne peut pas être mouillé. Quand la verra arriver, on reculera quoi. 17 heures, et oui, elle n'est pas toujours ponctuelle. Voici la star de l'été sur la Côte d'Azur. Certes, on est loin d'un raz-de-marée, mais tous les jours, à la même heure, ou presque, il y a de quoi s'interroger. Est-ce que c'est pas quelque chose qui vient du fond? Comme quoi? Ça.
Secousses sismiques, sous-marins fantômes, Loch Ness méditerranéen, chacun y va de son explication. Pour les scientifiques, les ondes créées au large par le passage des NGV ne seraient pas étrangères à l'affaire. Si l'on calcule le temps que ce sillage peut mettre pour rejoindre les rivages de Cagnes et des environs, on est fondé de penser qu'il y a un rapport certain entre le passage de ces navires et l'arrivée de la vague. Pour vérifier cette thèse, les affaires maritimes envisagent de faire passer les NGV un peu plus au large et à une vitesse plus réduite, histoire de voir si le phénomène persiste. D'ici là, fidèles au poste, curieux et baigneurs continueront de se faire peur, un petit peu. En Autriche, championnat du monde de vol d'hélicoptères, les compétiteurs doivent simuler des opérations de sauvetage et effectuer des figures extrêmement élaborées, comme vous pourrez en juger sur ces images commentées par Isabelle Quintard. Difficile de ne pas en perdre une goutte pour ces pilotes. On connaissait le slalom version roller, version ski, voici le slalom version hélicoptère. Le but du jeu est simple, conserver la plus grande quantité d'eau à l'arrivée et les juges veillent. Autre exercice de style, savoir poser son engin à un endroit très précis. Et il en faut de l'adresse à ces 52 têtes brûlées pour viser au plus juste. Voilà, pour ce pilote allemand, c'est réussi, mais ça n'est pas fini. Devant un public conquis d'avance, 38 appareils se succèdent et enchaînent les exercices de style. 11 équipes sont des militaires et l'armée autrichienne est co-organisatrice de l'événement. Cela n'est pas un hasard car ce concours a pour certains valeur d'entraînement. Lors de vraies opérations de sauvetage, l'adresse est bien souvent indispensable pour sauver des vies humaines. Le Français Laurent Jalabert a remporté au sprint en Espagne la classique à San Sebastián. Belle victoire pour le Français qui effectue, faut-il le rappeler, cette année sa dernière saison cycliste. Deuxième journée du championnat de football. Aujourd'hui, Lens Sochaux avec un but partout. Premier but marqué par le Sochalien Rachk en seconde période. Les Lensois égalisent grâce à Keita sur un centre de Moreira. Voilà cette deuxième action. C'est un festival de musique sans équivalent dans le monde au sud de l'Angleterre à Glenbourne, avec un public trié sur le volet car pour assister au spectacle, il faut être membre de ce qui est devenu un club très fermé. Et parmi les Happy Few qui pique-niquent au champagne entre deux airs d'opéra, notre envoyé spécial Claude Sampère, accompagné de son fidèle Michael Barnes. Un opéra de classe mondiale au milieu des moutons. Voici Glyndebourne, un endroit unique au monde comme seuls les Anglais savent le faire. Nous sommes en pleine campagne à 2 heures au sud de Londres. Ici, le spectacle commence dans les jardins bien avant le lever du rideau. À Glyndebourne, le cérémonial est toujours le même depuis des décennies. Avant l'opéra, petit pique-nique dans le jardin, champagne, petit four, robe de soirée et smoking sont obligatoires. Okay. Right, should we give us 12 then? Victoria est venue avec son mari Andrew et quelques amis. J'adore passionnément l'opéra et ici c'est toujours fantastique. J'adore l'excentricité de venir à 3 heures l'après-midi tenue comme ça. J'adore ça, c'est essentiellement anglais. J'adore ce jardin, c'est stupéfiant. Regardez toutes ces couleurs, c'est très anglais. Vous avez quelque chose comme ça en France? Glyndebourne est aujourd'hui un des opéras les plus cotés au monde. Créé en 1934 par un richissime anglais qui voulait faire plaisir à sa femme, chanteuse d'opéra. Ici, on ne peut filmer qu'aux répétitions. Glyndebourne est devenu aujourd'hui une institution et les plus grands metteurs en scène s'y déplacent. Pour avoir le privilège de venir à Glyndebourne, il faut être admis comme membre de l'opéra. Et cela peut prendre 10 ou 20 ans. On est membre à vie et seul le décès d'une personne libère une place. Les billets sont introuvables, plus de 200 €. Ceux qui sont là connaissent leur chance. J'adore Glyndebourne. Ça, c'est une tradition chez moi, depuis.
40. Alors, trop pour vous. Sommet de raffinement et d'excentricité, Glyndebourne reste réservé à une petite élite. Pour espérer un jour venir ici et avoir ce précieux billet dans les mains, il faut être patient. À l'heure actuelle, plus de 7500 noms se trouvent sur la liste d'attente et cette liste est officiellement close, le temps d'écluser tous les noms qui s'y trouvent. Ainsi se termine ce journal. Dans quelques instants, la météo avec Nathalie Riouet. Minuit 40, dernier journal, Ève Mété. J'ai le plaisir de vous retrouver demain à 13h. Excellente soirée sur France 2. À demain. Bonsoir. Pluie torrentielle et tempête, 140 morts en Chine, près de 50 en Russie et en France. Des températures bien basses pour la saison. Nous reviendrons sur l'évolution du climat. Une semaine après leur disparition près de Cambridge, 2 fillettes de 10 ans, la police a procédé aujourd'hui à une reconstitution de leur dernier déplacement connu. Les enquêteurs ont désormais la piste de pédophiles sur Internet. Salon du 4x4 à Val d'Isère, des voitures prévues pour les champs qui sont pour la plupart du temps utilisées en ville. Le marché du 4x4 en pleine expansion séduit à 80% une clientèle urbaine. Glyndebourne en Grande-Bretagne, le rendez-vous So British des amateurs d'opéra qui se retrouvent pour un pique-nique rituel au champagne avant de savourer la musique dans la douceur du jour qui tombe. Madame, Monsieur, bonsoir. En Asie, les pluies torrentielles et les inondations ont causé la mort de plus de 150 personnes au cours de ces derniers jours. En Chine, comme en Corée, en Est de l'Europe aussi, une vague d'intempéries sans précédent. Des pluies torrentielles se sont abattues sur l'Autriche, la Roumanie, la Bulgarie et surtout la Russie. Sur les bords de la mer Noire, 1500 personnes ont dû être évacuées et l'on reparle déjà d'un phénomène connu, El Niño, qui provoque tempêtes et ouragans. Claudine Gilbert. Le déluge dans le sud de la Russie. Rien n'arrête les torrents de boue dévastateurs. Depuis 2 jours, les côtes de la mer Noire, lieu de vacances préféré des Russes en été, sont balayées sans relâche par les intempéries. Elles ont tué 44 personnes, 1500 autres ont dû être évacuées. Hier, on a réussi à trouver 14 cadavres qui doivent encore être identifiés. Maintenant, il faut débloquer les routes, mais on n'a pas de grue. On est très préoccupé par l'évolution de la situation. Dans le sud de la Chine, 70 morts victimes des pluies torrentielles et de glissements de terrain. Ces inondations dans la province de Hunan sont les plus graves qu'ait connu le pays depuis 1998. 4000 personnes avaient alors péri sous les eaux. En Corée du Sud, les intempéries ont fait 14 morts, 400 blessés en Corée du Nord et plus de 22 000 sans-abri. Inde, Népal, Bangladesh, la plupart des pays d'Asie est submergée par les précipitations. L'Europe subit elle aussi des pluies diluviennes. Au Royaume-Uni, dans le nord de l'Italie et en Europe de l'Est. Dans le nord-est de l'Autriche, les routes, le téléphone et l'électricité ont été coupées. En Allemagne, 7 personnes ont été tuées lors de violents orages. Et voyez ce phénomène tout à fait particulier que l'on appelle aux États-Unis la poussière du diable. Ce sont des sortes de tornades de poussière qui forment des spirales pouvant aller jusqu'à 160 mètres de haut. Ces phénomènes peuvent évidemment causer des accidents d'avions et d'hélicoptères. Ces tourbillons sont essentiellement observés dans les régions relativement plates et chaudes comme ici, en Californie. En France aussi, le climat est perturbé. Un ciel bas et lourd dans tout le pays, ou presque, et un petit frais au goût d'automne. La France décidément attend toujours l'été, sauf dans le pourtour méditerranéen. Christelle Bertrand, Christophe Nédart et Alexandre Rossignol. Ralentissement, pas facile ce matin d'être automobiliste sur le... Les caprices du ciel s'abattent depuis plusieurs jours sur Strasbourg. Personne en terrasse, évidemment. Les touristes ne s'attardent pas et les Alsaciens en sont presque à espérer un miracle. On va demander Monsieur Météo, on va le supplier, qui va nous dire des bonnes nouvelles pour la semaine prochaine, heureusement. Les conditions météo sont toujours très mauvaises. Alors, direction le Marais Poitevin. Ici, on vient passer des vacances au vert, au calme. Et on arrive toujours à se débrouiller pour vivre un bon moment. Il ne faut pas grand-chose, le bonheur, c'est des choses simples. En passant par la Lorraine avec des seaux d'eau. C'est pour le mauvais temps.
On n'est pas à la plage à l'heure du journal. Sous la pluie, à force d'hésiter entre tirer et pointer, les boules commenceraient presque à rouiller. Demain, le temps s'améliore, elles vont pouvoir sécher. La police britannique a reconstitué aujourd'hui les derniers déplacements connus de Jessica et Holly, les deux petites filles qui ont disparu depuis près d'une semaine dans la région de Cambridge. Il semble que les deux enfants se soient connectés sur Internet peu avant leur disparition, une piste prise très au sérieux par la police britannique qui redoute un enlèvement par un réseau pédophile. Bernard Lebrun. C'est une jolie petite ville perdue dans la campagne anglaise. 9000 habitants, moins 2 depuis une semaine. Jessica et Holly, 10 ans. Et les promesses de primes allant jusqu'à 235 000 € n'y changent rien, aucune nouvelle. Alors aujourd'hui, Soham a retenu son souffle. Silence impressionnant. La police organise une très publique reconstitution avec ces deux petites comédiennes venues de Cambridge, strictement habillées à l'identique, aux bijoux et à la coiffure près, portant les couleurs rouges du Manchester United, le maillot de David Beckham, l'idole de Jessica et Holly. Les comédiennes ont refait minutieusement le dernier parcours connu des fillettes, celui de dimanche dernier, avant qu'elles ne disparaissent passé 19 h. Objectif, provoquer les mémoires, choquer émotionnellement, pour que le moindre des souvenirs revienne à la surface. Une méthode policière quasi inédite, y compris en Angleterre. Les gens ont peut-être vu quelque chose d'important sans réaliser que ça pourrait être un élément significatif pour l'enquête. Et cela marche. Après le passage des petites comédiennes, plusieurs habitants sont spontanément allés vers les policiers, comme par exemple le patron d'un restaurant du centre-ville. Sa déclaration permet aux policiers de prolonger de 30 minutes l'emploi du temps des fillettes. Un seul nouveau témoignage pour l'instant. À 19 h 30 dimanche dernier, devant cette pizzeria, un homme confirme avoir vu les deux fillettes ensemble. Mais on espère beaucoup de cette reconstitution qui, pour l'instant, semble beaucoup plus médiatique que policière. Et en Amérique, on vient de découvrir un réseau pédophile alimenté par les propres parents des victimes. C'est ce scandale qui vient d'être dévoilé par les polices danoises et américaines. Les parents ne se contentaient pas d'abuser sexuellement de leurs enfants, mais en plus vendaient leurs photos sur Internet. Plusieurs pays européens, dont la France, pourraient être concernés. À l'origine, c'est une organisation humanitaire, Save the Children, Sauver les enfants, qui a alerté la police danoise. Au total, 45 enfants ont été victimes de ce réseau pédophile. Jeanne Assouli. Le réseau était en activité depuis au moins 2 ans et demi. Les douanes américaines qui ont arrêté les organisateurs ont dénombré 45 enfants victimes, certains âgés d'à peine 2 ans. Ce qui est incroyable dans cette affaire, c'est que la plupart des personnes incriminées sont les parents eux-mêmes. Ils exploitaient leurs propres enfants, les forçaient à commettre des actes sexuels, puis utilisaient leurs photos afin de les diffuser sur Internet. L'affaire démarre 1 an plus tôt au Danemark. Une association de lutte contre la pédophilie trouve sur Internet la photo d'une fillette molestée par un adulte. Détail qui trouble les inspecteurs, elle est vêtue d'un anorak dont l'étiquette est danoise. Ce détail va trahir le réseau. Les parents de l'enfant sont arrêtés. Ils ont des contacts aux États-Unis. Les Danois avertissent donc les Américains. C'est cette collaboration qui a permis l'arrestation de 10 personnes aux États-Unis et 10 autres en Europe. Mais l'opération Hamlet n'est pas encore terminée. Parmi les personnes arrêtées, cet homme. Les enquêteurs américains ont retrouvé chez lui des vêtements et des chaussures d'enfant, ainsi que l'avis de recherche d'une fillette de 11 ans disparue dans l'Ohio. Pour les services d'investigation américains, l'enquête ne fait que commencer. Selon une note confidentielle diffusée ce matin par nos confrères du Washington Post, des uniformes d'équipage d'avion auraient été volés aux États-Unis. L'administration Bush a mis en garde les compagnies aériennes contre le risque de voir se présenter de faux pilotes ou de fausses hôtesses à bord des avions. Plusieurs vols auraient eu lieu le mois dernier au domicile new-yorkais d'équipage de la compagnie Delta Airlines. À Paris, braquage hier rue Saint-Honoré, 3 malfaiteurs à bicyclette ont attaqué une bijouterie avec une massue. Ils ont pris la fuite sans être inquiétés avec un butin estimé à 61 000 €. Caroline Poisson et Hervé Pozzo. Non, mais quand ils ont tapé, les barres sont tombées. 3 coups de masse ont suffi à briser la vitre.
En quelques secondes, 2 hommes ont réussi à voler plus de 60 000 € de bijoux dans cette joaillerie de la rue Saint-Honoré. Selon certains témoins, ils seraient arrivés à vélo. Le patron, lui, se trouvait dans l'arrière-boutique quand il a entendu les coups. Le troisième coup, là je suis sorti, j'ai ouvert la première porte de mon sas et j'ai vu un bras dans la vitrine qui ressortait. J'ai ouvert la deuxième porte, donc celle-ci, et à ce moment-là, les voleurs sont partis. Il y en a un qui est parti à droite et un autre qui est parti à gauche. En 20 ans, c'est la 4e fois que le joaillier se fait braquer. Sa bijouterie venait d'être refaite en mars dernier, mais la vitre de 15 mm d'épaisseur n'a pas suffi. Dans le quartier, ce n'est pas de la qualité des vitres qu'on s'étonne le plus, mais plutôt de la facilité à passer inaperçu. C'est vrai que la place Vendôme est bien protégée, par contre la rue Saint-Honoré, pas assez. Mais c'est un métier qui a ses risques, mais depuis quelque temps, le risque est un peu trop grand. Place Vendôme, à 100 mètres de là, les patrouilles de police ont bien été renforcées après une série d'attaques de bijouterie. Manifestement, les braqueurs en ont tenu compte. Et on apprend à l'instant qu'un policier a été blessé ce soir à Cheilly-Mazarin par un voleur qui, semble-t-il, a pris la fuite. Le policier a été blessé par balle à la jambe. On n'en sait pas plus pour l'instant. Étrange disparition de diamants à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle à Paris. Un lot estimé à 1 million d'euros provenant de Monaco et qui devait être convoyé jusqu'à Anvers s'est volatilisé. Selon les premiers éléments de l'enquête, les diamants sont arrivés à bord d'un avion Air France en provenance de Nice. Mais quand les convoyeurs sont venus pour les récupérer, eh bien, ils avaient disparu. C'est donc une erreur de navigation qui a causé la voie d'eau dans la coque de l'Atlante, qui a emmené 221 visiteurs à Belle-Île. Il semble que le capitaine ait présumé de ses compétences et jugé que le temps particulièrement dégagé lui permettait de manœuvrer sans le GPS. Le bateau a heurté un rocher qui a provoqué, vous l'avez vu, une avarie très sérieuse à la coque. Les 221 passagers ont tous pu être évacués sans difficulté. Manifestation d'agriculteurs à Aix-en-Provence. Une quarantaine de producteurs de fruits et légumes de la FDSEA ont déversé des pêches dans le centre de la ville. Ils se plaignent de la concurrence espagnole et dénoncent la vente à perte de leurs produits. Jean-Pierre Raffarin, le Premier ministre, dans une tribune à paraître demain dans le quotidien Sud-Ouest, donne quelques indications sur ses méthodes de travail. Dès la rentrée, chaque membre du gouvernement devra passer 1 semaine par mois hors de Paris afin, dit-il, de rester en proximité avec les Français. Le Premier ministre a expliqué aussi que son action législative s'organisait autour de 4 points cardinaux. Explication Alexandre Carin. Devoir de vacances pour le Premier ministre. Dans une tribune publiée demain par le quotidien Sud-Ouest, Jean-Pierre Raffarin nous livre ses réflexions de l'été. On s'en souvient, il y a quelques jours, il parlait orientation. Nous avons voulu remettre la France dans le bon sens. C'était notre priorité. La France prenait une mauvaise direction. Aujourd'hui, dans un style qui n'appartient qu'à lui, il nous livre la boussole de la bonne politique. Au nord, la lutte contre l'insécurité. À l'Est, une justice plus efficace. À l'Ouest, plus de liberté avec la réduction de l'impôt sur le revenu. Au Sud, la jeunesse, l'avenir du pays. Moins allégoriques et plus concrètes sont les mesures annoncées pour la rentrée. D'abord, les ministres devront cultiver la proximité. Plus de déplacements en province, pour certains, jusqu'à 1 semaine par mois. Ensuite, les priorités du gouvernement. Relance du dialogue social, décentralisation et harmonisation des SMIC sont déjà sur l'emploi du temps de septembre. Enfin, Jean-Pierre Raffarin est optimiste quant à la météo économique de l'automne. Selon lui, la croissance aussi devrait vite prendre la bonne direction. Jean-Louis Borloo, le ministre délégué à la ville, estime, lui, dans une interview à paraître demain dans le journal du dimanche, que 200 000 logements en France sont, je cite, indignes de notre République. Il se donne 5 ans pour réparer les erreurs des années 50 et annonce un plan pour 155 quartiers en difficulté, un plan qu'il présentera à l'automne. C'est aujourd'hui l'ouverture de la chasse à Loie, 8 jours après celle des petits échassiers. La chasse au canard, elle, n'ouvrira qu'à la fin du mois. Reportage près de Lille et de Bordeaux, avec des chasseurs pas toujours très respectueux de la loi, et les commentaires de Julien Beaumont. Sans le savoir, ce canard a eu ses vacances prolongées. Cette année, la chasse au canard ouvre le 31 août et non le 10. Une décision qui a du mal à passer côté chasseurs, comme ici en Aquitaine. Pour eux, les canards ne sont plus en période de nidification. Ils peuvent voler, donc on peut les chasser, quoi qu'en dise le Conseil d'État. Il faudra qu'il y ait un jour un rapport scientifique fait par des gens honnêtes
par des vrais scientifiques et non pas par des antichasses. Voilà. Alors tant que ça se passera comme ça, on n'aboutira à rien et c'est au Premier ministre actuellement de taper sur la table et de faire le nécessaire. Ils vont perturber le congrès d'été si on... Pour l'heure, pas question d'enfreindre la loi. Une réunion a été organisée, les revendications sont simples, la période de chasse doit être élargie. On demande que le gouvernement respecte ses engagements. Ils avaient dit qu'ils défendraient les chasseurs. Aujourd'hui, on attend qu'ils nous défendent. On attend des dérogations pour février. C'est une grande volonté de chez nous de pouvoir chasser les oies cendrées et les canards en février. À Amiens, les coups de fusil sont rares. Des tirs à destination des coterets, une espèce dont la chasse est déjà autorisée. Mais difficile de savoir si tous les chasseurs respectent les consignes. Aujourd'hui, les autorités avaient décidé de ne pas chasser les contrevenants. Le ramassage des coquillages est interdit dans la baie de Concarneau. Une algue toxique, le dinophysis, les contamine. Cette algue peut entraîner des gastro-entérites, ce qui n'empêche pas les pêcheurs à pied de se livrer à leur activité favorite. Jacques Deveau et Michel Hiver. Sur la grève de Concarneau, en ce jour de fort coefficient de marée, ils sont des dizaines à gratter le sable. Bravant l'interdiction de pêche, ils recherchent des palourdes et le dinophysis, ils s'en moquent. Moi je sais que personnellement on vient assez souvent. Il y en a marre. Et jusqu'à présent j'en ai mangé, j'ai jamais été malade. Vous allez les manger vous? Bien sûr, oui, et crus. Sans inquiétude? Sans inquiétude, je suis concarnois d'origine. Depuis gamin je pêche des palourdes ici, j'ai jamais été malade. D'autres pêcheurs en revanche, bien informés, se méfient. Je pêche pas de palourdes en particulier. Je devais y aller, mais je suis pas allé. J'allais il y a 15 jours. Oui, vous prenez ça sérieux quand même? Ah, sûrement, oui. Sûrement. Je connais des gens, pas mal de gens qui ont eu des problèmes quand même. Car le dinophysis n'est pas à prendre à la légère. L'algue dégage une toxine qui ne disparaît pas à la cuisson. Elle provoque diarrhée et maux de tête. L'algue qui apparaît au printemps a un comportement très capricieux. Effectivement, le dinophysis peut être présent sur un secteur et puis après, pour des raisons inconnues, s'en aller et donc les coquillages redevenir salubres à la consommation. Actuellement, dans le Finistère, 5 zones sont interdites à la pêche. Mais l'évolution du dinophysis est très rapide. Aussi est-il conseillé de se renseigner auprès des affaires maritimes pour être sûr de pêcher des coquillages qui soient consommables. Le secret des parfums est sans doute un des mieux gardés. Voilà pourquoi le projet européen d'indiquer sur l'étiquette les substances aromatiques composant un parfum provoque un tollé de protestation chez les professionnels. En outre, l'étiquetage paraît bien difficile pour certains jus qui contiennent jusqu'à 150 fragrances différentes. Reportage Séverine Lebrun, Virgile Yago et Hervé Pozzo. Qu'il soit épicé, fleuri ou vanillé, quand on aime un parfum, difficile de savoir pourquoi. Et ce n'est pas l'étiquette qui nous y aidera, car pour l'instant, sa composition n'y figure pas. Une nouvelle norme européenne voudrait pourtant l'imposer sur tous les flacons. Comme ça, on saura de quel genre de parfum on va se parfumer, si c'est bon pour la santé, si ça convient aux peaux et tout ça, je trouve très bien. Je crois que c'est le premier contact qui compte, en fait, de savoir si le parfum va bien avec ma peau, puis après, peu importe ce qu'il y a à l'intérieur. Du côté des professionnels, on fait grise mine, car dévoiler toutes les essences d'un parfum, c'est lui ôter un peu de son charme. Le parfum, c'est l'élégance. Et afficher tous les composants, c'est un petit peu enlevé de cette élégance, de ce secret, de ce mystère du parfum. Du mystère dans les parfums, mais aussi des substances allergisantes. 26 au total, comme la lavande ou la rose. Les afficher permettraient de mieux informer les consommateurs sensibles. Les professionnels, eux, craignent que cela rebute les clients. Ils envisagent carrément de ne plus les utiliser. La palette du parfumeur sera amputée de 150 huiles essentielles absolument fondamentales pour faire de la création. Et ça changera le monde du parfum parce qu'on n'aura plus les mêmes odeurs dans des produits. Autre argument des professionnels, afficher la composition est irréalisable, car il s'agirait de listes de plus de 150 substances. Des substances qui seraient désormais connues de tous, y compris des professionnels de la contrefaçon. Fumer sera bientôt impossible à New York. Déjà, les autorités municipales ont multiplié par 20 les taxes sur les cigarettes. Le maire de la ville s'apprête maintenant à adopter un décret interdisant de fumer, y compris dans les rues. Reportage Alain Chalvron. Sur la 8e avenue, depuis des années,
Une affiche glamour hollywoodienne attire l'œil des New-Yorkais. « Cela vous gêne si je fume ?» dit l'homme. « Cela vous gêne si je meurs ?» répond la femme. Ça n'est pas d'aujourd'hui que la ville s'attaque aux fumeurs. Depuis longtemps déjà, le tabac est interdit dans les lieux publics et les bureaux. Les fumeurs en sont réduits à faire une pause cigarette presque clandestine en bas de leur immeuble. L'été, ça va, mais l'hiver, par -10, c'est un peu plus dur et pourtant, les accros n'hésitent pas. Alors, la mairie a décidé de taper là où ça fait le plus mal, au porte-monnaie. Multiplication par 20 des taxes municipales. Les paquets coûtent ici maintenant entre 7 et 8 euros. Ce sont les plus chers des États-Unis. Nos revenus ont beaucoup baissé, dramatiquement. Là où nous vendions 60 cartouches d'une marque par semaine, on n'en vend plus que 40, même 30. En fait, la chute des ventes est très précisément de 47%. Mais cela signifie-t-il que la consommation a baissé d'autant? Mes parents habitent en dehors de la ville, alors ils m'achètent des cigarettes et ils me les envoient. Je ne me suis pas encore renseignée, mais on peut les acheter par Internet. Et c'est ce que je ferai. Dans l'état du Delaware, à 200 km, ça ne coûte que 2,5 $ contre 8 ici, alors je fais des provisions. À la mairie, on reconnaît ce phénomène de détournement de la loi, mais on se félicite tout de même de ses premiers résultats. L'effet est surtout sensible sur les jeunes qui ne peuvent pas payer un tel prix. Et pour nous, c'est le plus important en termes de vie sauvée pour le futur. En attendant de savoir combien de fumeurs ont vraiment arrêté de fumer, la ville de New York a encaissé le mois dernier 20 millions de dollars supplémentaires, 250 millions par an, pas mal, quand on sait qu'elle a 1 milliard de dettes. La circulation sur les routes de France s'améliore très sensiblement ce soir. Après 150 km de ralentissement en début de matinée, le trafic est redevenu normal. Charlotte Millet et Philippe Évêque. Mauvais temps, ralentissement, pas facile ce matin d'être automobiliste sur l'autoroute du Soleil. Croiser près de 5000 véhicules heure dans les deux sens, ça fatigue. Alors, sur l'aire d'autoroute, détente pour tout le monde. Avec toute ma petite famille, je pars, regardez tous mes bébés, ils sont là. Viens mes bébés, ma fille. Certains partent en vacances en nombre, d'autres en couple, simplement. Dans les bouchons, chacun son style. C'est la première fois à l'autoroute, parce que nous allons à Nîmes. C'est très loin et c'est meilleur sur l'autoroute. Mais le reste du temps, nous sommes sur les petites routes. Bison Futé voyait rouge aujourd'hui et il avait raison, surtout ce matin. Des bouchons, il y en a eu sur la 7, au sud de Lyon, à hauteur de Valence et Montélimar. Dans l'après-midi, la situation s'est améliorée. Étonnement au péage. Oui, là on voit le fond, donc c'est bon. Hein. D'habitude c'est tout plein le samedi. Et non, ça va. Ça va, même si les automobilistes étaient en rendez-vous aujourd'hui, dans un sens comme dans l'autre, ils ont étalé leur départ. Ils sont plutôt partis vendredi, ils partent plus tôt également le matin, ils arrivent plus tard le soir, ils diffèrent leur départ, ce qui permet de réguler de manière plus convenable le trafic. Pour les chanceux en vacances au bout de l'autoroute, la plage. Mais attention, dans une semaine, nouveau week-end chargé. Bison Futé prévoit encore un samedi rouge. Prévu pour circuler sur les terrains les plus escarpés, les véhicules 4x4 connaissent aujourd'hui un effet de mode qui dépasse largement leur cadre d'origine. Ce type de véhicule séduit de plus en plus une clientèle citadine qui s'offre de la sorte quelque impression d'évasion. Reportage au salon de Val d'Isère, Céline Crespi et Frédéric Bon. Elle grimpe les ventes de 4x4 en France. Avec 100 000 véhicules achetés par an, le marché fait des bonds à faire pâlir la berline classique. 20% de ventes en plus chaque année. Désormais, 5% des voitures achetées sont tout-terrain. Au salon du 4x4 de Val d'Isère, l'explication est toute trouvée. Le 4x4, mon bon monsieur, ça fait rêver. Le 4x4, c'est un charme. C'est un petit peu une légende automobile avec toutes ces grandes aventures africaines depuis la croisière jaune jusqu'au Paris-Dakar. C'est un look un petit peu différent de la berline très très neutre. C'est un véhicule qui a plein d'atouts en fait. En fait, 80% des 4x4 ne côtoient rien d'autre que le bitume. Le 4x4 en ville aurait, dit-on, des avantages de sécurité et de place. D'ailleurs, tous les prétextes sont bons pour se justifier. Un véhicule familial, puis un véhicule aussi pratique quant à son volume, puisque moi je fais des courses de vélo, donc j'emmène le lit du bébé, la poussée du bébé, le vélo, la femme et l'enfant, et tout rentre dedans sans difficulté, et sans pour autant baisser les sièges arrière. Vous savez, j'ai 3 enfants, un chien, donc j'ai énormément de place.
Pour satisfaire ces aventuriers urbains, les grandes marques de berline se sont lancées à l'assaut du marché du 4x4. Porsche sortira même bientôt son modèle. Les noms traditionnels du tout-terrain, eux, jouent le luxe et le confort. Pour 61 000 €, plus de 400 000 francs, l'évasion, c'est ça. Et pourtant... Aux États-Unis, c'est un tout autre style de véhicule qui fait rêver. En hommage aux vétérans de la Seconde Guerre mondiale, un rallye de voitures françaises, des tractions avant Citroën, a traversé les États-Unis d'est en ouest. Partis de Los Angeles, ils sont arrivés cette semaine à New York en fanfare. Le reportage d'Alain de Chalvron et de Strat Zervos. Ils sont arrivés jeudi à Manhattan et ont eu l'honneur de descendre la 5e avenue comme à la parade devant des New-Yorkais surpris de découvrir ces vieilles voitures. Ils, ce sont les track-bars, track comme traction et bar comme bargeot. Et bargeot, il fallait l'être un peu pour entreprendre, comme ils l'ont fait, la traversée des États-Unis d'ouest en est sur la fameuse route 66. Ils ont traversé les déserts, les montagnes, les plaines interminables du Middle West. Partis le 17 juillet de Los Angeles, ils étaient 22 jours et 7800 kilomètres plus tard, enfin en vue de Manhattan, de la Statue de la Liberté, presque le bout du voyage. Car le bout du bout, c'était ce quai de New York, où est amarré l'Intrépide, un porte-avions de la Deuxième Guerre mondiale, comme le sont certaines de ces tractions, datant de 1937. Pour les Américains, oui, ça représente un petit peu des documentaires, des films qu'on a vus, puis aussi des souvenirs personnels, parce que certains vétérans qu'on a rencontrés, la première voiture qu'ils ont vue quand ils ont débarqué à Omaha Beach, c'était des tractions. Et c'est vrai qu'il y avait de l'émotion de la part de ces vétérans, replongés d'un coup dans leur passé. La première fois que j'ai vu une de ces voitures, c'était à Saint-Lô. Il y avait un gars qui était à moitié dehors sur le marchepied et il brandissait un fusil. D'être envahi par des voitures qui nous aimons bien, c'est formidable. C'est étincelant. Astérix et Obélix peuvent bien sabrer le champagne, leurs tractions ont conquis l'Amérique. Une fois par an, c'est le grand nettoyage dans le port de Saint-Jean-Cap-Ferrat, très fréquenté par les touristes, mais qui ont une fâcheuse tendance à jeter les ordures à la mer. Les volontaires se sont donc employés à récupérer les déchets au fond du port. Nathalie Jourdan et Virgilie Liado. Le port de Saint-Jean-Cap-Ferrat, une vraie carte postale. Au verso, c'est beaucoup moins charmant. C'est une honte, la mer doit rester propre, c'est un patrimoine mondial et tout le monde doit la protéger. Une plaisancière écolo, une espèce plutôt rare. Plastique, cadavres de bouteilles, on trinque par-dessus bord. Ce sont des plongeurs bénévoles qui desservent la table. Il faudrait surtout faire comprendre aux gens et leur montrer en fait ce qu'il y a vraiment au fond. Parce que c'est vrai qu'on le sort, mais quand on le voit au fond, c'est vraiment... c'est un dégoût. À terre, d'autres éco-citoyens. Loïc participe à l'opération de nettoyage pour la première fois. L'impact des déchets sur la faune, c'est déjà une préoccupation. Par exemple, quand il y a des plastiques, les tortues, elles peuvent croire que c'est des méduses, alors elles les mangent et elles s'étouffent. Et en plus, c'est plein de pétrole. Les déchets sont exposés à quai, histoire de convaincre les pollueurs qu'il n'y a pas de geste anodin. La faune et la flore sont en danger, et pas seulement elles. Tous les organochlorés qui sont jetés, tous les gasoils, l'essence, et puis toutes ces batteries, tous ces produits chimiques, ça a une influence sur les poissons dont on se nourrit. Donc ça peut avoir une influence sur notre santé aussi à nous. Les bénévoles savent déjà qu'il faudra recommencer l'été prochain. Ils espèrent seulement qu'il y en aura moins à remonter. Promenade interdite dans les forêts des Bouches-du-Rhône demain. Le Mistral très fort fait craindre des risques d'incendie. L'interdiction s'applique à toute circulation, que ce soit personne ou véhicule. C'est l'attraction la plus mystérieuse de l'été sur la Côte d'Azur. Tous les jours à Cagnes-sur-Mer, au milieu de l'après-midi ou presque, une vague déferlante envahit la plage. Un phénomène inexpliqué qui suscite bien des questions. Nathalie Jourdan et Virgilie Liado.
Elle approche. D'elle, on sait peu de choses. Elle peut emporter des enfants. Sournoise, elle frappe à l'heure du goûter. Son nom, la vague de 16 heures. Faites attention à ce moment-là à vos affaires et à vos enfants si vous avez des enfants sur la plage. D'accord? Merci. Qu'est-ce que vous faites là? On se met à l'abri parce que la vague va arriver, je pense bientôt. Donc voilà. Prenez pas de risque. Non, on ne va pas être mouillé. Quand la verra arriver, on reculera quoi. 17 heures, et oui, elle n'est pas toujours ponctuelle. Voici la star de l'été sur la Côte d'Azur. Certes, on est loin d'un raz-de-marée, mais tous les jours, à la même heure, ou presque, il y a de quoi s'interroger. Est-ce que c'est pas quelque chose qui vient du fond? Comme quoi? Là. Secousse sismique, sous-marin fantôme, Loch Ness méditerranéen, chacun y va de son explication. Pour les scientifiques, les ondes créées au large par le passage des NGV ne seraient pas étrangères à l'affaire. Si l'on calcule le temps que ce sillage peut mettre pour rejoindre les rivages de Cagnes et des environs, on est fondé de penser qu'il y a un rapport certain entre le passage de ces navires et l'arrivée de la vague. Pour vérifier cette thèse, les affaires maritimes envisagent de faire passer les NGV un peu plus au large et à une vitesse plus réduite, histoire de voir si le phénomène persiste. D'ici là, fidèles au poste, curieux et baigneurs continueront de se faire peur, un petit peu. En Autriche, championnat du monde de vol d'hélicoptères, les compétiteurs doivent simuler des opérations de sauvetage et effectuer des figures extrêmement élaborées, comme vous pourrez en juger sur ces images commentées par Isabelle Qatar. Difficile de ne pas en perdre une goutte pour ces pilotes. On connaissait le slalom version roller, version ski, voici le slalom version hélicoptère. Le but du jeu est simple, conserver la plus grande quantité d'eau à l'arrivée et les juges veillent. Autre exercice de style, savoir poser son engin à un endroit très précis. Et il en faut de l'adresse à ces 52 têtes brûlées pour viser au plus juste. Voilà, pour ce pilote allemand c'est réussi, mais ça n'est pas fini. Devant un public conquis d'avance, 38 appareils se succèdent et enchaînent les exercices de style. 11 équipes sont des militaires et l'armée autrichienne est co-organisatrice de l'événement. Cela n'est pas un hasard car ce concours a pour certains valeur d'entraînement. Lors de vraies opérations de sauvetage, l'adresse est bien souvent indispensable pour sauver des vies humaines. Le Français Laurent Jalabert a remporté au sprint en Espagne la classique à San Sebastián. Belle victoire pour le Français qui effectue, faut-il le rappeler, cette année sa dernière saison cycliste. Deuxième journée du championnat de football. Aujourd'hui, Lens Sochaux avec un but partout. Premier but marqué par le Sochalien Rachk en seconde période. Les Lensois égalisent grâce à Keita sur un centre de Moreira. Voilà cette deuxième action. C'est un festival de musique sans équivalent dans le monde au sud de l'Angleterre à Glenbourne, avec un public trié sur le volet car pour assister au spectacle, il faut être membre de ce qui est devenu un club très fermé. Et parmi les Happy Few qui pique-niquent au champagne entre deux airs d'opéra, notre envoyé spécial Claude Sampère, accompagné de son fidèle Michael Barnes. Un opéra de classe mondiale au milieu des moutons. Voici Glyndebourne, un endroit unique au monde comme seuls les Anglais savent le faire. Nous sommes en pleine campagne, à 2 heures au sud de Londres. Ici, le spectacle commence dans les jardins bien avant le lever du rideau. À Glyndebourne, le cérémonial est toujours le même depuis des décennies. Avant l'opéra, petit pique-nique dans le jardin, champagne, petit four, robe de soirée, smoking sont obligatoires. Okay. Right, should we give us 12 then? Victoria est venue avec son mari Andrew et quelques amis. J'adore passionnément l'opéra et ici c'est toujours fantastique. J'adore l'excentricité de venir à 3 heures l'après-midi tenue comme ça. J'adore ça. C'est essentiellement anglais. J'adore ce jardin. C'est stupéfiant. Regardez toutes ces couleurs. C'est très anglais. Vous avez quelque chose comme ça en France ?
Glyndebourne est aujourd'hui un des opéras les plus cotés au monde. Créé en 1934 par un richissime Anglais qui voulait faire plaisir à sa femme, chanteuse d'opéra. Ici, on ne peut filmer qu'aux répétitions. Glyndebourne est devenu aujourd'hui une institution et les plus grands metteurs en scène s'y déplacent. Pour avoir le privilège de venir à Glyndebourne, il faut être admis comme membre de l'opéra. Et cela peut prendre 10 ou 20 ans. On est membre à vie et seul le décès d'une personne libère une place. Les billets sont introuvables, plus de 200 €. Ceux qui sont là connaissent leur chance. J'adore Glyndebourne. Ça, c'est la tradition chez moi depuis 40. Alors, trop pour vous. Sommet de raffinement et d'excentricité, Glyndebourne reste réservé à une petite élite. Pour espérer un jour venir ici et avoir ce précieux billet dans les mains, il faut être patient. À l'heure actuelle, plus de 7500 noms se trouvent sur la liste d'attente et cette liste est officiellement close, le temps d'écluser tous les noms qui s'y trouvent. Ainsi se termine ce journal. Dans quelques instants, la météo avec Nathalie Riouet. Minuit 40, dernier journal, Ève Mété. J'ai le plaisir de vous retrouver demain à 13 h. Excellente soirée sur France 2. À demain. Bonsoir.